Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 23 mars, voici les titres de cette édition. Le temps du recueillement et de la solidarité après les tueries de Toulouse et de Montauban. À suivre un reportage sur la rencontre ce matin entre François Baroin, le maire de Troyes, et les différentes communautés religieuses présentes dans le département. Un moment d'échange entre juifs, musulmans et chrétiens au lendemain de la mort de l'islamiste Mohamed Merah. Dans le journal également, la visite des nouveaux locaux du tribunal d'instance de Troyes. Le bâtiment est installé côté rue du Palais de Justice. Ces nouveaux locaux vont permettre de travailler dans de meilleures conditions. La visite guidée dans un instant. Et puis le portrait d'un ancien cycliste reconverti éleveur de poulets. Olivier Grammaire a troqué son vélo contre un poulailler où il élève 22 000 poulets à Valentini. L'ancien vainqueur du Paris 3 a visiblement réussi sa reconversion. Rencontre en fin de JT. Les représentants au bois des différentes religions reçus donc ce matin dans le bureau du maire de Troyes, François Baroin, après les tueries de Toulouse et de Montauban et au lendemain de la mort du principal auteur, le jeune islamiste Mohamed Merah. C'était un moment d'échange. Les autorités religieuses du département ont pu ainsi discuter de la manière d'éviter les amalgames et faire en sorte qu'un tel drame ne se reproduise plus. Le reportage de Jonathan Boisset. Tous solidaires pour éviter les amalgames, c'est le message passé aujourd'hui par les représentants au bois des différentes religions. Réunis autour du maire de Troyes, ils ont dialogué et échangé durant 1 heure sur le drame toulousain. C'est pas une information qui chasse l'autre et on est vendredi matin, le tueur a été tué, le raid a fait son travail et on n'en parle plus, c'est pas possible. Moi je n'oublierai jamais cette petite fille qui est à l'entrée de l'école, qui se fait blesser par une première balle, qui court pour se protéger. Et ce type fou, avec son casque dans une immense lâcheté, lui tire une balle à bout portant. Je pense à sa famille, je pense à cette petite vie coupée, je pense à ce père, à ce regard avec ses 2 enfants qu'il a essayé de protéger à l'entrée de l'école. Voilà, on pense à tout cela, on ne peut pas oublier. Mais quand on est responsable, on doit aussi tirer les leçons d'un drame comme celui-ci et c'est notre devoir. Nous devons être solidaires, attentifs, qu'on a des valeurs en partage, qu'elles sont fragiles parce que c'est le principe de la démocratie, qu'on est dans un pays de liberté. Mais qu'il n'y a pas de liberté sans règles et que pour les faire appliquer, il faut qu'elles soient d'abord connues. La communauté juive a quand même été victime d'un acte antisémite très fort. Là, nous nous sommes aperçus qu'en fait, malgré que c'était un acte antisémite, on a tué avant tout des jeunes Français devant leur école. Et d'un seul mouvement, tout le monde s'est levé pour condamner. C'est quand même, ça montre quand même que dans notre bon pays, l'antisémitisme ne passera pas. Lutter contre l'antisémitisme, mais aussi les amalgames au sein de l'islam. D'un côté, j'aimerais bien qu'on fasse très attention aussi à ce criminel qui a voulu porter atteinte à la religion musulmane et toute la communauté musulmane. Et de l'autre côté aussi, on fait très attention aussi aux opposants de l'islam, aux gens qui sont contre l'islam, de mettre à l'index cet individu qui est criminel et de dire voilà, est un musulman. Ce n'est pas un musulman pour moi, c'est quelqu'un qui est criminel. Les responsables religieux au bois ont l'habitude de dialoguer entre eux. Après ce drame, c'est l'union sacrée. Nous devons certainement encore accentuer ces efforts communs, d'autant plus qu'il y a tellement d'équivoques, tous les débats qu'il y a en ce moment sur des phénomènes culturels, enfin, je pense à la viande halal, enfin, etc. Face à une manifestation, un événement comme celui-là, on voit bien que non seulement ce sont des faux débats, mais ils risquent d'entretenir des fausses idées. Une cérémonie en hommage aux victimes sera organisée à la synagogue la semaine prochaine et tous les responsables religieux comme les politiques y seront présents. On reste à la mairie de Troyes avec François Baroin qui a reçu en début d'après-midi une délégation de l'entreprise Vendeuvre Sous-Vêtements. L'entreprise sous-traitante du groupe Zanier connaît de graves difficultés de trésorerie. Elle a été placée cette semaine en liquidation avec une période d'activité jusqu'à la fin avril pour honorer les commandes. Les salariés ont réaffirmé leur volonté de trouver des solutions car selon eux, tout n'a pas été exploré. Les politiques ainsi que le préfet ont promis de les aider pour éviter de mettre 37 au bois au chômage. On évoquera d'ailleurs lundi dans le journal les derniers chiffres du chômage dans l'Aube et les secteurs qui recrutent localement. Un nouveau tribunal d'instance pour le palais de justice de Troyes. Le personnel va s'y installer au début du mois d'avril. L'accès se fera notamment par la rue du palais de justice. Ce transfert de locaux va permettre de travailler dans de meilleures conditions. Ce tribunal d'instance tout neuf donne également le coup d'envoi d'une longue série de travaux au palais. La visite guidée des nouveaux lieux avec Cyril Tavernet.
Ce bâtiment, à l'architecture typiquement troyenne, en pan de bois, est le nouveau tribunal d'instance. Il est situé à l'arrière du palais de justice. Il ouvrira ses portes au public le 10 avril. 4 magistrats et 18 fonctionnaires s'y installeront à partir du 6 avril. Il n'y a aucune modification en ce qui concerne les effectifs. La création, l'inauguration qui interviendra de ce tribunal d'instance ne modifie en rien le volume des emplois disponibles. Et c'est vrai qu'il faut préciser que le sous-effectif atteint également ce tribunal d'instance. Et donc en l'état actuel, nous logeons quasiment l'intégralité des services de cette juridiction. Pas totalement, mais dans les conditions les plus favorables en tout cas. L'objectif de ce transfert de locaux, recevoir le public dans de meilleures conditions, lui apporter toutes les informations nécessaires. Autre priorité, la sécurité. Le bâtiment sera entièrement sous contrôle. En ce qui concerne la sûreté, les accès seront badgés et zonés de manière à ce que le public soit contenu dans des espaces contrôlés. Il n'y aura pas de dispositif type escorte de police ou autre, mais en tout cas l'accès public est également fait l'objet de la plus grande attention en ce qui concerne la sûreté des effectifs présents dans ce bâtiment. Nous pouvons recevoir, ça arrive parfois, des justiciables qui ne soient pas tout à fait satisfaits des décisions prononcées et qui expriment une certaine colère, ce qu'on peut entendre. Mais il reste néanmoins qu'il s'agit d'un palais de justice et que les lieux doivent être sereins. Et il est bien sûr hors de question d'accepter une mise en danger, tant d'ailleurs de nos effectifs que le public qui viendrait côtoyer une personne un peu en difficulté ou qui nous met en difficulté. Jean Ezen est directeur de greffe depuis 2009. Il a toujours travaillé au tribunal d'instance au cœur du palais de justice. Ce déménagement est attendu. Il se sentait un peu à l'étroit au 3e étage de ce palais de justice. Il nous faut de la place parce qu'on a en fait beaucoup de dossiers à gérer. Vous avez par exemple le service des tutelles qui gère plus de 3200 dossiers. Donc ces dossiers sont perpétuellement érangés et ressortis à nouveau en fonction des courriers que l'on reçoit de la part des personnes protégées ou de leur tuteur ou de leur curateur par exemple. Donc ça nécessite un va-et-vient assez continuel et on est obligé d'avoir ces dossiers à portée de la main. Ce tribunal d'instance tout neuf est le premier volet d'une série de travaux. Dès cet automne 2012, le palais de justice va lui aussi connaître un lifting. Il faudra tout de même compter 4 à 5 ans pour cette réhabilitation. C'était hier la journée de la courtoisie au volant. Parmi les participants, la TCAT. Pour la 6e année consécutive, le réseau de bus de l'agglomération troyenne a mené une opération de sensibilisation. 6 animatrices ont passé la journée dans les bus des lignes scolaires. Elles ont notamment remis aux jeunes passagers un petit guide de la bonne conduite avec les bons comportements à adopter lorsque l'on circule en ville. L'action a donc touché les enfants avec la volonté de toucher également les parents. Marc Brett est le président de la TCAT. On l'écoute au micro de Cyril Tavernet. L'intérêt pour nous, c'est d'être présent dans cette initiative et d'aller au-devant cette année du public scolaire, des jeunes enfants, en espérant que les messages que nous transmettons seront diffusés par ces enfants auprès de leurs parents comme de bons ambassadeurs qu'ils sont. Ce sont des messages très simples qui sont adaptés aux enfants. Par exemple, ne pas traverser la rue avant que le bus ne soit reparti, emprunter les passages piétons pour traverser lorsqu'ils sont situés à moins de 50 mètres, ou encore ne pas traverser en diagonale parce que c'est plus dangereux que lorsqu'on traverse de façon directe la chaussée après avoir bien regardé à droite et à gauche. Voilà tout un tas de messages comme cela en espérant encore une fois que les enfants sauront se faire les messagers auprès de leurs parents et des ambassadeurs de la bonne conduite au quotidien. On reste dans le flot de la circulation avec les motards. Cette fois, la Fédération des motards en colère appelle les conducteurs de 2 roues à se mobiliser demain comme ils l'avaient fait en juin dernier. Dans l'Aube, le rendez-vous est fixé à 14 h sur le parking de l'UTT pour un défilé à 3 jusqu'à 17 h 30. De nombreux bouchons sont donc à prévoir sur l'agglomération troyenne. Les scooteristes et les motards veulent se faire entendre à l'approche de l'élection présidentielle. Écoutez les revendications de Lucien Pastor de la Fédération des motards en colère dans l'Aube. Il est au micro de Christian Viera. C'est le ras-le-bol des mesures qui sont annoncées régulièrement par le gouvernement, des mesures qui sont des mesures effet de manche, qui ne donnent aucune satisfaction aux usagers de la route. Par exemple, de l'agrandissement des plaques sur les motos. Bon, on sait très bien que ça n'apportera rien en termes de sécurité sur la route, mais c'est simplement uniquement pour pouvoir lire plus facilement les plaques des motos par les radars. C'est aussi parler du gilet jaune qu'on veut obliger
obligé à faire porter par les moteurs et qui n'apportera non plus aucune mesure supplémentaire en termes de sécurité sur la route. Le répressif ne fait pas tout et on constate aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de jeunes motards qui viennent nous retrouver et qui participent aux actions de sensibilisation qu'on peut mener dans le département. Et les plus revendicatifs participeront dimanche à la manifestation nationale prévue à Paris. On referme ce journal avec le portrait d'un ancien cycliste reconverti, éleveur de poulets. Olivier Grammer est le dernier coureur au bois à avoir remporté le Paris 3. C'était en 2004. Aujourd'hui, il a troqué son vélo pour une exploitation avicole à Valentigny, près de Brienne-le-Château. Installé en 2011, l'ancien champion cycliste gère entre autres aujourd'hui l'élevage de 22 000 poulets. Le portrait d'une reconversion réussie avec David Mutel. Pour beaucoup de monde, Olivier Grammer reste le dernier vainqueur au bois de la classique internationale Paris 3 en 2004. Mais le Briennois fut aussi un coureur au palmarès émérite avec à son tableau de chasse notamment le Tour de Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, l'ex-coureur est devenu éleveur de poulets, une reconversion plutôt inattendue. J'ai habité à la campagne, j'étais proche du monde agricole, c'était un métier qui me plaisait et bon, j'ai pas eu l'opportunité de pouvoir m'installer quand j'étais jeune, donc là j'ai saisi l'opportunité que mes beaux-parents partent à la retraite pour pouvoir m'installer. Originaire de Brienne, Olivier a repris l'affaire de ses beaux-parents depuis l'an dernier avec 22 000 poulets à s'occuper dans son exploitation de Valentigny. Olivier n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer, car en plus de ses poulets, il possède l'équivalent de 50 hectares cultivables. L'agriculteur cycliste fait pousser betteraves ou autres choux très populaires du côté de Brienne-le-Château. Entre semences et surveillance accrue de ses poulets, Olivier enchaîne les heures à travailler, radicalement différent d'une vie de cycliste. Je savais que ça allait changer complètement ma vie. Après, je m'attendais peut-être pas forcément à une organisation comme ça. C'est le temps de se mettre en place. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, après un an, ça commence à se roder. Donc maintenant, ça va mieux. À presque 34 ans, l'agriculteur de Valentigny avait certainement encore de belles années à effectuer sur le vélo avant de raccrocher, mais il a préféré assurer son futur. Pourtant, quelquefois, il lui arrive de regretter les bons côtés du vélo. Toujours voyager, toujours rencontrer beaucoup de monde et voir beaucoup de paysages, de changer de région presque toutes les semaines. C'était la découverte de la France notamment. Malgré son talent, Olivier Grammer n'est jamais passé professionnel. Pourtant, son palmarès chez les amateurs reste une référence. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au sommaire du JT de lundi, présenté par Mathieu Mercier, un gros plan sur la conférence de presse nationale pour le lancement de la grande manifestation sur les Templiers dans l'Aube. C'était ce jeudi aux Archives nationales à Paris. Reportage donc lundi. Tout de suite, la météo par Sandra Durupt avec un point notamment sur les conditions atmosphériques et la qualité de l'air qui risquent de se dégrader dans les prochains jours. Dernière info, on passe à l'heure d'été dans la nuit de samedi à dimanche. À 2h du matin, il sera 3h, 1 heure de sommeil en moins donc au programme. Très belle soirée, à très bientôt sur Canal 32.